sans plus tarder, on va donc entamer le débat avec le match du Real Madrid. Victoire 6 buts à 1. Un doublé du meilleur ami de Franck Olivier, Kylian Mbappé, aka Mobutu. Un but de Vinicius, qui a été quand même le grand artisan de cette victoire-là. C'est quand même, Vinicius, c'est quand même, je crois, trois passes décisives et un but de Vinicius, un but de Bellingham, un but de Mastantuono, et puis un but de Thilo Kehrer. Bon, ce joueur-là, bon, je veux pas, on tire pas sur une ambulance, donc on va pas trop s'attarder sur lui. Donc, je vais passer la parole en priorité aux supporters madrilènes. Donc, d'abord à Franck Olivier, puis à lui. Ben, ce match-là, pour répondre à la question d'entrée de jeu, pour vous, est-ce une victoire anecdotique face à une équipe de Monaco très faible qui reste, il me semble, bon, c'est la deuxième défaite d'affilée. Elle avait perdu déjà contre Lorient à domicile en championnat le week-end d'avant. C'est une équipe qui n'est vraiment pas en forme. Donc, est-ce une victoire anecdotique ou est-ce l'amorce d'un retour en puissance, le réveil de la force du Real Madrid? Franck Olivier. Bonsoir à tous. Bonsoir à Morel, à Bouba, à lui et au modérateur Youssef. Je pense que je parlerai pas peut-être du retour de la force. Le Real, le problème du Real, c'est qu'ils ont des, en fait, ils sont un peu sur une courbe ascendante et descendante des fois, donc on peut pas vraiment les juger sur ce match. Moi, je sais pas de juger le Real des choses d'Abellois sur ce match. J'attends de voir au moins après 3, 4, 5 matchs pour voir en fonction des équipes. On a tous dit, Monaco, c'était pas vraiment une équipe solide. Ils ont essayé de jouer. Ils n'ont pas voulu défendre. Donc, ça a créé de l'espace et ça a permis au Real de pouvoir dérouler. Moi, ma satisfaction, c'est qu'on retrouve les rebelles qu'on nous a présentés dans la presse. Vinicius, Bellingham et puis Valverde qui ont très bien joué. On le dit, quand Vinicius est en forme, le Real gagne. Mais quand l'autre est en forme, le Real perd. Et puis lui, il marque ses buts. Donc, L'autre, c'est qui? J'ai pas envie de dire son nom parce que je veux bien dormir ce soir. J'ai pas envie de dire son nom. Mais c'est un dictateur du Congo. Bon, les rebelles dont on parle. Après, on va peut-être dans le prolongement, on va peut-être se demander, comme par hasard, quand leur ennemi commun saute, subitement ils deviennent performants. Est-ce que ce n'est pas de nature à alimenter la théorie du complot? Mais bon, ça on va y revenir Je tout à pense l'heure. que on a plusieurs fois dit, moi déjà d'entrée j'aime déjà le coaching d'Abeloa parce que le Real n'a pas, je sais pas pourquoi est-ce que on veut essayer de révolutionner le football au niveau Le match déjà, on aime son coaching. Ok. Non, quand je dis son coaching est bon, c'est que il n'est pas, c'est pas un tacticien, c'est un manager. Voilà, il connaît le vestiaire de Madrid, il sait que les joueurs qui sont là-bas ont besoin d'être aimés, d'être écoutés pour pouvoir au moins dérouler et puis leur donner un peu cette confiance sur le terrain. Et puis cette liberté, c'est ce que Carlo Ancelotti a fait. Donc, ce sont quasiment les mêmes joueurs d'Ancelotti, hein. Et quand tu viens avec un entraîneur qui est un peu froid, un peu plus tacticien, bon, j'habite tacticien, j'ai pas encore vu ça, hein, parce que c'est quelqu'un qui était capable de mettre Franck Garcia en ailier gauche. Bon, bref, on va pas parler de lui. Mais comme je le dis, j'attends d'abord de voir jusqu'à peut-être 4-5 matchs pour voir un peu le comportement des joueurs, de voir ce qu'ils donnent. Mais un truc est sûr, c'est qu'ils vont donner pour le nouveau coach. Ils ont été piqués. Donc, c'est pas un retour de la force. Le Real est toujours la force, donc on peut pas parler de retour de la force. La force là, elle semblait être en train de s'éteindre. Hein. Et bon, d'accord, ok. Parce que qu'est-ce que je retiens de ton intervention que pour coacher le Real, faut être un babysitter quasiment. Hein. Ils ont plus besoin d'un babysitter qui va leur faire des câlins que de grands tacticiens. Merci. C'est une phrase d'anti-supporter du Real ou quoi? Non, oui, en fait, il traduit, mais moi, j'ai pas parlé de babysitter, j'ai dit un manager, bon.
Non, Non. oui, mais tu dis de quelqu'un qui va leur faire des câlins, qui va leur donner Après, de après, l'amour. je comprends le modérateur, hein, il est de l'autre côté de Non, l'Espagne. non, Donc, Ouais, non, franchement. tu peux faire le tour de Bon, en tout. tant que modérateur, bon. Non, tu peux faire le tour de tous les médias et tu verras que cette question a été posée. Je peux t'envoyer des liens d'émissions de l'équipe où tu verras que le titre, le titre, la question était de savoir si le verset du Real Madrid était une crèche. Et Xabi Alonso lui-même, il a fait une déclaration qui est sortie de la presse plus tard, où il a dit que lui, il savait pas qu'il devait venir, voilà, s'occuper d'une garderie. Donc, il est beaucoup plus madrilène que moi et il a posé la question. Donc, arrêtez de vouloir faire croire que, bon, bref, ok. D'accord. Franck Olivier, merci. Donc, je passe la parole à ton collègue madrilène, Edouard, à lui. Edouard, bienvenue. Donc, oui, selon toi, pour répondre à la même question, est-ce une victoire anecdotique qui est plus due à la faiblesse de Monaco ou est-ce vraiment l'amorce d'un retour en force du Real Madrid? Est-ce le réveil de la force? Bonsoir à tous. Merci Youssef. Moi, j'aborde un peu dans le même sens que Franck Olivier. On peut pas parler de retour de la force en tant que tel. Bon, la force, elle a toujours été du côté de Madrid, hein. Voilà, c'est, si tu veux, c'est la terre du milieu, quoi. Mais bon, de toute façon, je pense que c'est Monaco qui a bien voulu ouvrir le jeu et avec des flèches devant Vinicius, Mbappé, bah, ça va vite s'il y a des espaces. Après, c'est le deuxième match d'Aberlois. Après une défaite. Non, le troisième, je pense. Il y a eu un match en quelques matchs en Liga et puis un match en Ligue des Champions. Donc là, ça fait une défaite, deux victoires. Bon, moi, j'attends encore avant de me prononcer, surtout contre des adversaires qui jouent assez bas, avec un bloc très bas, parce qu'on a vu avec Xabi Alonso que c'était là que ça coinçait. Et on aura, on aura face à ces équipes-là, on pourra voir si le Real est vraiment revenu ou si c'était juste un feu de paille. Donc quand il y a des espaces, forcément que ça va. Je sais que Xabi Alonso dans ses débuts, je pense, il avait fait un nul 1-0-0 et puis la semaine d'après, il gagne 5-0. Donc pour moi, on n'est pas encore arrivé à dire qu'il y a un retour en tant que tel. Juste, on a eu une équipe qui a ouvert les espaces, ce qui constitue la force du Real. Et ils ont profité. Mais par contre, je suis quand même satisfait du niveau de jeu qui a été produit. Bon, il y a eu des ratés, ça c'est sûr, mais quand même on sentait les joueurs assez impliqués et puis concentrés surtout, même si défensivement, c'est pas encore ça. On encaisse toujours, c'est un peu énervant, mais bon, ça va. Et pour revenir à la question du coaching, le Real, c'est le Real a plus besoin d'un manager que d'un coach. Pas quelqu'un qui va venir mettre en place de grandes tactiques et tout, mais quelqu'un qui va venir écouter les joueurs, discuter avec eux, leur donner de la confiance. Oui, mais excuse-moi de te couper, mais avant de recruter Xabi Alonso, est-ce que Florentino Pérez ne savait pas cela? Que le Real avait plus besoin d'un manager que d'un coach, que d'un tacticien? Oui, je pense qu'ils en ont discuté avec Xabi. Mais après, est-ce que Xabi, dans son management, il a, il a de quoi gérer les égos tels que ceux des joueurs du Real? Je pense, peut-être c'est ce ils n'ont pas analysé. Sinon, quand tu prends le cas Hendrik il s'épanouit aujourd'hui à Lyon. Et sous Ancelotti, il jouait pas beaucoup, mais jamais on l'a vu énervé sur le banc et tout. Mais avec Xabi, vas-y, le gars, tu sens qu'il n'a pas envie d'être là. Il y a des possibilités, on le fait pas jouer. Mbappé n'est pas là, on met Gonzalo. Si Gonzalo même n'est pas là ou Mbappé n'est pas là, on va te faire sortir une attaque à deux pour dire clairement, toi, je compte pas sur toi. Et après, qu'est-ce qu'il lui dit au vestiaire, on ne sait pas. Donc je pense l'échec de Xabi Alonso pour moi, c'était plus le volet humain qu'autre chose. Et bon, après,
Je pense que c'est ce qui a joué en sa défaveur et les joueurs se sont mis contre lui. Mais après, est-ce que les trois qui sont visés sont réellement ceux qui sont à l'origine de la révolte des joueurs? Bon, ce sont que des rumeurs, on ne peut pas polémiquer dessus. N'empêche que je pense qu'il y a une réelle fracture entre le coach et ses joueurs. Donc, on attend encore, on va voir les prochains matchs et puis on va juger s'il y a retour de la force ou pas. Bien, d'accord. Merci à lui. Bon, Morel va se prononcer en dernière position, hein, parce que bon, il a un parti pris, donc, comme on privilégie l'objectivité dans cette, sur on s'en fout. Donc, il va parler en dernière position. Bouba, j'espère que tu as suivi le match, au moins tu l'as regardé. Ouais, en passant, hein, en Bon, passant. bon, d'accord, ok. En tant que fan de Chelsea, je suppose que tu as pu voir le Real de Xabi et tu as vu celui de Arbeloa à l'œuvre avant-hier contre Monaco. Selon toi, qu'est-ce qui a été le changement fondamental? Qu'est-ce qui différencie le Real de Xabi de celui d'Arbeloa? On a vu un Vinicius qui a été vraiment, qui était totalement métamorphosé. Est-ce juste le fait que Arbeloa lui a fait beaucoup de câlins qui a permis de retrouver ce Vinicius-là? Ou est-ce que il y a peut-être une explication sur le plan tactique? Bon, avant tout, faut que je précise quelque chose. Chaque joueur fait son travail, hein. Déjà, je crois que ce qui a fait la force du Real sur ce match, c'est d'avoir joué contre Monaco avec un coach comme Arbeloa qui vient après, qui vient faire le travail, continuer le travail de, de Monsieur Xavi Alonso. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait, même si on déplore quand même ce que Xavi Alonso a fait comme tactique avec le Real, mais il y a un travail qui a été fait. Arbeloa vient, il vient, disons, dans un esprit de continuité. Après, c'est aussi contre Monaco. Il faut dire, quand on observe la plupart des matchs du Real face à Monaco, on sait déjà, et surtout depuis l'ère Kylian Mbappé. Bon, je vais dire son nom parce que même si il y a des gens qui n'aiment pas trop le personnage, mais Kylian Mbappé a été un joueur de Monaco et chaque fois que le Real a croisé Monaco ou peu importe, hein, peu importe les clubs dans lesquels il a évolué, il a toujours montré, en tout cas, il a toujours fait la différence. Soit il marque, soit il fait des passes D. Et je pense que l'histoire s'est répétée, hein. Ils ont joué contre un Monaco qui était très faible, qui est aussi, qui traverse, qui est en situation de crise. Ça a joué en leur défaveur. Malheureusement, ils sont tombés sur un Real d'Abeloa qui est en train de se reconstruire. Donc, pour moi, cette victoire-là, c'est dû juste à l'équilibre des forces. Maintenant, moi, je préfère être vraiment, ne pas trop me pencher sur la victoire, sur le premier match, mais je préfère plutôt me pencher sur la succession des matchs avant de me prononcer sur la performance d'Abeloa. Maintenant, pour ce qui est est-ce que le Real a besoin d'un tacticien ou d'un manager? Moi, je pense que chaque entraîneur a sa particularité, hein. Chaque entraîneur a sa particularité. On connaît tous la particularité de Zizou en tant qu'entraîneur. On connaît tous la particularité d'un gars comme Pep Guardiola. On sait que quand il prend une équipe, par exemple, il joue beaucoup plus la tactique de jeu, la maîtrise du ballon, etc., etc. On connaît tous la tactique de Mourinho. Surtout, moi, j'évoque plutôt le souvenir de Mourinho à Chelsea ou à l'Inter de Milan. On sait que c'était beaucoup plus défensif. Donc, chaque entraîneur a une certaine particularité. Et pour Mourinho, moi, il est fini, on va pas perdre beaucoup de temps à parler de lui, il est fini. voilà, pour revenir un peu à Beloa, je pense que Beloa aussi a aussi sa touche à apporter au Real.
Donc, c'est pas une question de, voilà, tu es tacticien, tu es ceci ou tu es cela. Nous, on demande, en tant que supporter, on demande, ou en tant que spectateur, on demande du beau jeu, on demande de bonnes performances et c'est ce que les supporters de Real attendent. Oui, mais pour répondre sur ce que tu dis, Arbeloa, Morel, est-ce que tu as senti une touche tactique d'Arbeloa? Moi, honnêtement, je n'ai rien vu de révolutionnaire sur le plan tactique. Arbeloa évolue, avec le même dispositif que Xabi Alonso utilisait. Mbappé est toujours dans l'axe, Vinicius sur son aile. Voilà, bon, il a mis Mastantuono parce que Rodrigo est blessé. Moi, j'ai pas vu de révolution tactique. Donc, le secret du début de réussite qu'on est en train de voir, est-ce qu'il réside uniquement dans le management, dans le fait que c'est un coach qui vient câliner ses joueurs, ou est-ce il y a vraiment un volet tactique qui pourrait expliquer la prestation qu'on a vue du Real le mardi? Morel, ton micro est fermé, hein? Ah, désolé, j'avais même pas regardé. J'étais en train de parler. Alors, bonsoir les gars, bonsoir à lui, et c'est que toi tu nous as pris en cours, nous on était déjà là. Alors, pour parler du Real, moi j'appelle pas ça le retour. Youssef, t'avais dit le retour des quoi là, des rois ou des. Le retour de la force, le réveil de la force, pardon. Ah, le réveil de la force, voilà, le réveil de la force. Moi j'appelle pas ça le réveil de la force, j'appelle plutôt le sursaut d'orgueil. Voilà, le sursaut d'orgueil du champion. Parce que, mine de rien, on est barcelonais, mais le Real Madrid, c'est un grand club. Et être en crise comme ça, c'était Merci. pas vraiment digne du Real. Voilà, donc Abel a pris les rênes. C'est vrai que il a pris l'équipe en cours. Se sont fait éliminer en Coupe du Roi. En Ligue des Champions, c'est la compétition du Real. Hein, il fallait qu'ils s'imposent et ils sont tombés sur un Monaco en crise. C'est de bon augure. Voilà, c'est de bon augure. Maintenant, tactiquement, on peut pas juger Arbeloa sur ce match. Voilà, sur ce match, on peut pas juger tactiquement. Mais en Liga et sur le dernier match de Liga et sur le match de Ligue des Champions, j'ai aimé ses compositions d'équipe. C'est-à-dire que c'est un 4-3-3, un 4-3-3 à plat, avec un 6 nominal, un milieu gaucher, un milieu droitier. Ça crée une cohésion dans l'équipe. Et ça, c'est très j'apprécie ça vraiment chez lui. C'est-à-dire qu'il met des joueurs qui vont pas se marcher dessus sur le terrain, en fait. Vu que Bellingham, il est droitier, il est sur ce côté. L'autre milieu, soit c'est Kamavinga ou contre Monaco, il a mis qui là? Arda Güler, voilà. Je sais pas si c'est l'inverse. C'était contre Levante, il a mis Arda Güler, je peux oublier. En tout cas, il met un milieu gaucher et un milieu droitier et un 6. En attaque, il met Mbappé en 9, Vinicius, droitier, il est à droite et il met un allié gaucher. Ça crée une cohésion. Personne ne se marchera dessus, chacun à son poste. Et ça, c'est très intéressant. Autre chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le match contre Monaco, vous avez remarqué le pressing Mbappé. Même si les anti-Mbappé n'ont pas vu, mais il y a vu 2 ou 3 séquences où Mbappé faisait le pressing sur Zakaria. Parce que Zakaria, c'est le premier relanceur de Monaco. Et on sait que lui, il est balle au pied, il est bien. Donc, Mbappé se chargeait de faire le pressing sur lui. Et Zakaria, comme par hasard, il ne faisait que perdre le ballon parce que Mbappé est rapide. Et quand il fait un bon pressing, quand il presse vraiment, forcément, tu vas sentir qu'il y a quelqu'un qui vient, tu vas te mélanger un peu, tu vas te mélanger les pieds. Et c'est ce qui est arrivé à Zakaria. J'ai beaucoup aimé ça. S'il peut continuer comme ça, c'est qu'on aura un grand Real et la Liga pourra être relancée, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Sur le Real. Merci. C'est très intéressant. C'est très intéressant de voir le Real pour le moment, ce qui est sûr. Mais dire si on confirmer le week-end contre Villarreal. Voilà.
Villarreal, nos compatriotes. J'ai pas entendu Brahima je sais pas si Brahima a joué. Non, il Non, n'est pas encore. Non, il est revenu aujourd'hui. Hein. Bon, il s'est Brahim va entraîné reprendre aujourd'hui. l'entraînement aujourd'hui ou demain là. Donc, Il s'est entraîné certainement aujourd'hui. le week-end. Ouais, mais je pense qu'il Voilà. n'est pas en état de jouer sur le plan psychologique. Non, mentalement, il n'est pas ça. Donc, Il faut je pense que encore peut-être l'épargner. il va se reposer. Donc, Dans tous les certainement, cas, il n'est on pas aurait un master titulaire. chrono. Voilà. Il n'est pas titulaire habituellement, donc il va se reposer un peu et puis voilà quoi. Ok. Donc, on verra contre Villarreal si c'est vraiment le sursaut d'orgueil, c'est le retour de la force et on va voir ça. En tout cas, au prochain penalty obtenu par le Real, si Brahma est sur le terrain, j'aimerais bien qu'on lui donne le penalty. On va vérifier quelque chose. Benzo, bonne arrivée. Petit frère, merci Youssef, salut Morel, à lui, Bouba, salut les gars. Salut. Ouais. Allez, salut, on espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Déjà, Dantam, toi, tu supportes quelle équipe? À la Madrid. Voilà, ok, c'est bon. Pour qu'on puisse savoir que chacun puisse se positionner. Au moins, on ne sera pas surpris. D'accord, ok. Donc, comment tu as trouvé la prestation de ton équipe? Et puis, en particulier, je crois qu'il y a un joueur qui a éclaboussé de son talent hein, ce match-là. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut quand même reconnaître et s'incliner devant le talent. 3 passes décisives, un but. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus revu à ce niveau-là. Selon toi, qu'est-ce qui peut expliquer cette métamorphose de Vinicius? Donc, ton avis général sur la prestation et en particulier sur Vinicius, comment est-ce qu'on peut expliquer? Est-ce juste que l'entraîneur a su lui redonner de la confiance? Est-ce qu'il faisait exprès de jouer avec le frein à main parce qu'il voulait la tête de Xabi Alonso, ou est-ce que il y a une explication sur le plan tactique? J'avoue que j'ai pas suivi le match, hein, malheureusement. J'avais une occupation au boulot qui a fait que je suis rentré vraiment très tard et tout, mais j'ai suivi quelques séquences et tout. Voilà, ce que je peux dire, c'est que vous savez, alors vous m'entendez, non? Attends, oui, vas-y. Oui, Vinicius est un grand joueur, donc vous savez, quand vous avez le talent, lorsque vous êtes en méforme, c'est juste une question de mental. Soit l'environnement dans lequel vous évoluez n'est pas favorable, soit pour une question, pour une autre, mais c'est forcément une question extra-sportive. Donc le talent que Vinicius a là, franchement, il lui suffit juste d'un petit moment pour pouvoir juste s'exprimer. Et je pense que depuis le fait qu'il n'ait pas eu le ballon d'or, son ballon d'or manqué de 2020, combien, dites-moi, rappelez-moi, 23, non? 23 ou 24 là. Depuis ouais, 24 je pense. 24. Depuis lors, je pense qu'il avait déjà pris un coup et tout. Et quand je lis certains médias espagnols, on disait que la collaboration avec Xabi Alonso n'était pas bonne depuis aussi le retour depuis la venue de Kylian. Il n'est plus le seul, la seule pépite, le seul leader technique de l'équipe. Mbappé vient le gêner toujours sur son côté gauche et tout. Donc je pense qu'il n'a pas évolué dans un environnement facile. Mais là, moi, j'ai jamais douté de son talent. Est-ce que je vais appeler ça un sursaut d'orgueil? Non, je dirais pas pardon. Est-ce que je vais appeler ça une, je vais juste dire que c'est une remise en question. Il s'est remis en cause, il a fait un grand match. Et voilà, puis j'espère que voilà, ça va suivre pour la suite. On va déjà regarder, observer contre Villarreal. Et puis, si, comme on le dit dans le milieu du foot, nouveau coach, c'est-à-dire que les cartes sont redistribuées. Si il carbure encore contre Villarreal, je pense que voilà, on va retrouver le Vini. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas, pour lui, d'abord pour sa carrière, et puis pour nous, les Madristas, c'est tout ce qu'on nous souhaite. Parce que, même quand il écoutait Morel tout à l'heure, il a fait une très belle analyse, quand il dit que lorsque le Real est malade, c'est toute la Liga qui est malade, il a raison. Personne ne veut avoir un Barcelone qui est au-dessus du championnat toutes les années, et puis bon, il n'y a pas de derby, on sait que Real Barcelone, si vous vous rappelez des Real Barcelone de 2006, autant des Ronaldinho, tellement ils nous martyrisaient, il n'y avait plus de goût. Il a fallu que les Cristiano reviennent pour que, voilà, on ait encore des bons classicos et tout. Donc, on espère que ce Real-là va retrouver déjà la victoire, retrouver la confiance. Et puis, voilà, pour nous, au-delà d'être des supporters, nous sommes des passionnés de football. Donc, on aime quand il y a un passage Real qui s'égale un peu. Voilà. Donc, voilà un peu mon analyse. Je pense que le Real n'était pas tellement malade. Je pense qu'il y avait un problème il y avait un problème de communication, mais il y avait un problème de liaison entre le coach
et les joueurs. Voilà. Je pense que Arbeloa, il a un cran un peu moins que Xabi Alonso. Voilà. Donc, je pense que ça va aller. Ça augure en tout cas de bonnes choses pour la suite. Voilà un peu. D'accord, merci beaucoup Benzo. Franck Olivier, bon, moi j'aimerais te titiller un peu, hein. Est-ce qu'il y a de la place dans ce Real là pour deux joueurs au top, pour deux joueurs au sommet? Parce que on a tous constaté que l'arrivée de Mbappé, peut-être que c'est une coïncidence, mais en tout cas, elle a entraîné peut-être encore au même moment, on a senti un coup de mou chez Vinicius, avec ce Vinicius qu'on a vu ce mardi là, qui a vraiment été excellent, exceptionnel. S'il arrive à maintenir ce niveau de prestation, est-ce qu'il y a de la place dans ce Real pour deux capitaines? On sait que Vinicius a des prétentions salariales que la direction refuse d'accepter, refuse de valider. Avec ce niveau de cette qualité footballistique qui nous a sorti le mardi, est-ce qu'il ne va pas mettre un peu la direction dos au mur? En un mot, est-ce qu'il y a de la place dans ce Real pour deux superstars? Euh, Merci de poser la question. Il y a de la place si tu veux, même pour 11 superstars, hein, parce que c'est le Real de Madrid. C'est comme ça qu'ils constituent leur équipe avec des stars. Le problème, moi, je veux revenir un peu sur le problème qu'a eu Vinicius et Xabi, parce que le problème que Xabi a eu, c'est qu'il a voulu, en fait, dans son idée, mettre un joueur au-dessus de l'autre. Et c'est ce qui a été mauvais pour lui, parce que quand tu viens dans un club, tu veux mettre peut-être Mbappé parce qu'il marque assez des buts au-dessus de Vinicius. Et quand on connaît un peu ce que ceux qui étaient là avant que Mbappé ne vienne ont fait pour ce Real-là, ça va créer forcément des frictions dans le vestiaire. Et quand tu prends un peu, quand tu lis les discours de Arbeloa, bah, il essaie en fait de rééquilibrer en fait les choses. Donc, de faire de telle sorte que la vitrine du Real soit Vinicius et Mbappé. Donc, faut réussir à les faire jouer ensemble. Ça peut marcher si l'un respecte son poste. Ça, on insiste là-dessus parce que ce qui fait que des fois, il y a vraiment des ordres dans le jeu du Real, c'est parce qu'on a un joueur qui ne respecte pas son poste. Il n'est pas neuf de métier, malheureusement. Donc, il vient gêner celui qui est un bon ailier gauche. Et bon, ça crée des problèmes. Donc, pour moi, il y a de la place, hein. C'est juste à l'entraîneur de pouvoir trouver la formule nécessaire pour que les deux superstars peuvent cohabiter, hein, qu'ils puissent cohabiter plutôt. C'est un club de football, il y a, il y a des égos dans ces gens de clubs-là. Forcément, ça va coincer. Chacun a envie d'avoir plus. Moi, je crois que je l'avais dit, hein, dans le groupe avec à lui que l'avenir de Mbappé va créer des problèmes dans le vestiaire parce que quand tu vas payer ce joueur-là super cher, ben, ceux qui vont négocier leur contrat vont aussi ils réévaluent leur salaire ou leur salaire au niveau de Mbappé parce que ils ont plus de vécu dans le club. Ils ont apporté en tout cas pour le moment plus que celui qui vient d'arriver. Et bah c'est ça quoi. Mais pour la bonne nouvelle, bah, c'est clair que Vinicius va renouveler, mais bon, pas avec le salaire qu'il attend, mais avec avec un salaire qui est un peu plus proche de celui de Mbappé. Et vous allez voir que l'année prochaine ou les années à venir, on va avoir le même problème avec Bellingham, on va avoir le même problème avec Valverde et autres. C'est ça. Pourquoi pas avec Brahim Diaz? Bon, bref. Oui, ouais, mais bon, pour emboîter un peu le pas à ce que tu viens de dire à lui, est-ce que Franck Olivier a dit que Xabi a voulu mettre un joueur au-dessus de l'autre et tout, mais est-ce que Xabi aurait pu le faire sans l'accord de sa direction? Si Xabi l'a fait, c'est bien parce que au niveau supérieur, cela avait été validé. Est-ce que Vinicius était un joueur qui était toujours désiré? Bon, à ce niveau-là, je pense qu'il n'aurait pas pu le faire sans l'accord de Pérez. Et on le sait tous, la venue de Mbappé, c'est plus un caprice de Pérez. En même temps, c'était dans un point de vue financier pour pouvoir vendre assez de maillots pour renflouer un peu les caisses du Real. Mais voilà, pour moi, c'est en accord avec Pérez. Sauf que, est-ce que c'était le choix judicieux à faire? Je ne pense pas, parce que
comme Franck-Olivier l'a dit, les deux joueurs peuvent cohabiter. Bon, même si pour moi, hein, je pense que Mbappé devrait être encore se former former son QI footballistique parce que ses déplacements sont pas encore très 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 au top au point d'aller coincer toujours ses partenaires sur le côté alors qu'il y a la possibilité de prendre l'aile. Mais bon, ça ce sont des détails. Donc pour moi, forcément que a eu son mot à dire. Et après, est-ce que l'attitude ou sinon les défaites de son équipe ne l'a pas amené à se poser des questions pour revoir leur plan de départ? Parce que quand tu vois ton équipe en train de couler, tu vois ton meilleur joueur d'il y a 2 3 ans en train de flopper, tu sens qu'il est irrité par rapport à certaines choses. Or, tu veux le garder. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais à aucun moment on a vu Pérez se plaindre de ce que les exigences de Vinicius sont disproportionnées ou pas. On sait tous comment ça s'est passé avec Cristiano. Cristiano a posé ses conditions, il n'était pas d'accord, il est parti. Si il a fait ça avec Cristiano, je vois pas pourquoi il ne le ferait pas avec Vinicius. Donc je pense il veut garder Vinicius, Mbappé, Rodrigo, sauf que il voyait que si il gardait Xabi, il risquait de perdre l'un de ses meilleurs éléments. Donc bon, il fallait faire un choix. Hein. Il a préféré sacrifier Xabi que de voir peut-être Vinicius partir gratuitement à la fin de la saison. Or, c'est un gros transfert qui pourrait se faire. Mais bon, soit ça, soit le garder dans l'équipe pour pouvoir gagner encore plus de trophées. Donc, il était obligé de faire un choix. Il a choisi Vinicius. Donc, pour moi, le plan de départ, c'était de mettre en avant Mbappé. Mais au final, ils se sont rendus compte que en le mettant seul en avant, ça n'allait pas marcher. Donc, il fallait remettre tout le monde dedans. Donc, il fallait couper une tête. Malheureusement, c'est celle de Xabi. Ok. Bah après maintenant on verra quelle sera la réaction de Mbappé. Je pense que il a dû quand même être titillé de voir Vinicius prendre toute la lumière. Lui il signe un doublé, mais je pense que hier l'homme du match, je sais pas à qui l'UEFA a attribué le trophée, mais l'homme. Oh, c'est fini. Ah ok bon. Et après le trophée. C'est ce qui est logique, mais même s'il y avait eu un scandale à ce niveau, je pense que dans le cœur de tous ceux qui ont, et dans le cœur et dans les yeux de tous ceux qui ont suivi le match, ben, celui qui a pris toute la lumière, c'est Vinicius. Est-ce que Kylian ne va pas prendre ombrage de cette dimension prise par Vinicius? Est-ce que cela ne va pas l'amener à jouer plus perso? Bon, après, nous, en tant que Barcelonais, On s'en fout de lui. nous, en tant que Barcelonais, nous, on est assis avec nos popcorn et puis on observe, quoi. Mais comme Morel a dit, ben, c'est bien, ça fait quand même plaisir de voir un Real à ce niveau-là. Ça va pimenter la suite de la Liga. Bon, en Coupe du Roi, vous n'y êtes plus, mais bon, vous êtes toujours encore en Liga, donc, ça va pimenter la suite de la Liga et, que le meilleur gagne. Bien, donc on va clore ce chapitre-là. Donc on retient que pour l'ensemble, hein, on se dit que on va pas trop se prononcer. Monaco était très faible, donc on ne peut pas tirer de conclusion de cette victoire-là. On attend de voir ce Real contre d'autres équipes beaucoup plus solides avant de tirer les conclusions qui s'imposent quant au réveil de la force qui semblait être en train de diminuer. Bien, on va donc passer au deuxième thème, le champion en titre, le Paris Saint-Germain, qui vient d'enregistrer sa deuxième défaite dans la compétition, qui fait suite à un match nul aussi face à Bilbao. Après, il n'y a pas forcément à s'inquiéter puisque l'année passée, je crois que la situation même était à un moment donné pire pour le PSG qui a même dû passer par les barrages pour s'en sortir et cela ne les a pas empêchés de décrocher enfin la Ligue des Champions. Donc il n'y a pas forcément à s'inquiéter pour Paris qui est quand même 6e au classement en l'état actuel des choses, donc qualifié directement pour la phase suivante. Mais lorsque on est champion en titre, qu'on a 13 points,
Alors que le 13 points, on a 20 buts marqués et quand même 10 buts encaissés. Alors que le leader est à 21 points. Le leader, c'est Arsenal, qui a marqué 20 buts et qui n'en a encaissé que 2. Il y a quand même quelques petites interrogations à se poser. La défense de Paris est très friable avec 10 buts encaissés. Je pense que sur les 10 buts, là, Chevalier à lui seul doit quand même en compter un certain... Vous avez quel problème avec Chevalier? En compter un certain... Encore, oui, Safonov, je crois pas qu'il ait même joué titulaire un seul match de Champions League parce que lorsqu'il commence à être titulaire, il n'y a pas de match de Champions League et il se blesse malheureusement avant la reprise. Donc je crois que les 10 buts là doivent être pour Chevalier. Hein. Donc bon, voilà, mais bon, là encore une fois pour répondre à la question, est-ce que ce Paris Saint-Germain là vous inquiète? Malheureusement, Laurent Fabrice Le Moussad n'est pas là, encore que lui-même là, il n'a jamais participé à un de nos lives. Hein. On aurait quand même pu le tirer aujourd'hui puisque il y a un thème qui intéresse son club, le PSG. Bon, lui aussi, malheureusement, il n'est jamais à la maison lorsque Paris joue. Il est toujours soit à Sekensi, à Sakassou, bien sûr, la lagune est brillée. Je pense qu'un jour, il va nous expliquer ce phénomène-là. Mais bon, on va commencer par Morel. Morel, est-ce que ce PSG-là t'inquiète? Ou est-ce que tu te dis que bon, après, on est habitué, l'an passé, ils nous ont montré ça, donc voilà, quoi. Le- dans ce PSG nous inquiète. Moi, personnellement, ce PSG m'inquiète pour 2 points. Euh, D'abord, quand on compare le PSG de la saison dernière et le PSG de cette saison, il y a une grande différence au niveau de, si je peux appeler ça, de l'énergie, ou bien comment je vais appeler ça, de l'envie qu'il donne sur le terrain. Voilà, de l'envie qu'il donne sur le terrain. Quand vous regardez les matchs du PSG de l'année dernière, de cette année, vous voyez que c'est pas la même envie. Alors, les joueurs ne se donnent plus à 100%. Bon, ça se comprend, hein, ils ont atteint l'objectif de gagner une première Ligue des Ils Champions, ont tout gagné. ils ont tout raflé, ils ont tout gagné la saison écoulée. Donc, bon, il y a un peu de relâchement. Voilà, ça, c'est humain, c'est humain. Voilà. Mais c'est plus la même envie. Et ça, c'est très dangereux pour la suite. C'est très dangereux pour la suite. Et aussi, il y a Luis Enrique qui veut faire participer tous les jeunes. Bon, enfin, les jeunes qui ont un talent de bon niveau au sein du PSG, au centre de formation, il veut les faire jouer tous. Il veut les lancer à n'importe quel match. Bon, tu prends un match sérieux, il va te mettre Seni Mayulu. Il y a un match sérieux qu'il va mettre Mbaye même venir à la cantine, sinon il allait jouer. Ah, mais Faut garder le groupe. Mbaye et John Tour, là, ils ont fait mal au Barça, hein. Oui, ça, non, ça, là, ça, on va pas s'empêcher de parler de ça, mais bon. Moi, je pense que tu as un groupe qui a tout gagné la saison dernière, garde le même groupe, bon, à part quelques blessés, bon, on peut pas empêcher ça, c'est hors de son contrôle, mais il faut garder le groupe, garde la cohésion du groupe. Si tu veux insérer les jeunes, attends, bon, les matchs sont en jeu. Les matchs sont en jeu, ils peuvent jouer, mais les matchs sérieux, bon, tu les fais jouer quand c'est comme ça, il y a une certaine cohésion. Pour moi, hein, c'est mon avis. Je pense que il faut garder une certaine cohésion. Le groupe qui t'a fait gagner plusieurs titres la saison passée, il faut gagner ce même groupe. Il faut les faire jouer. L'envie va revenir. Voilà, l'envie va revenir. Après, bon, je le comprends. Hein, c'est un gars qui aime beaucoup les jeunes. On l'a vu dans son passage au Barça. Il aime faire jouer les jeunes, mais bon. Il me dit qu'après une Ligue des Champions gagnée, et si on veut gagner une seconde Ligue des Champions, il y a des choses à mettre en place, quoi. Voilà. Le Real a gagné 3 Ligues des Champions, le même groupe, hein. Donc, Ouais. c'est Après, quelque chose, il a détruit son groupe en chassant quasiment Donnarumma. Donc, oui, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Il y a vraiment, le groupe a vraiment pris un coup. Le groupe a vraiment pris un coup. Voilà, ça se sent sur le terrain, même l'envie, c'est plus trop ça. C'est plus trop ça. Donc, il faut vraiment s'inquiéter cette saison. Après, c'est le football, hein. Ouais. On sait jamais. On sait jamais. Ok. Voilà. D'accord, Vraiment, Bouba. c'est très inquiétant. D'accord, merci beaucoup, Mourel. Bouba. Bon, toi, je crois que Mhm. en termes de champion en titre qui n'arrive pas à confirmer la saison prochaine, tu t'y connais bien parce que
lorsque ton équipe Chelsea remporte enfin sa première Champions League en 2012, la saison qui suit, votre équipe ne passe pas à la phase des poules. Elle est sortie en poule, donc tu t'y connais bien. Mais quand tu regardes la trajectoire de ce PSG, est-ce que tu lui vois un destin à la Chelsea en 2013? Donc, c'est clair qu'ils sont dans une phase de relâchement parce que comme Morel l'a dit, ils ont pratiquement tout raflé. Ils ont pratiquement tout raflé la saison dernière. Bon, c'est l'orgueil du champion qui a déjà tout raflé. Après, on peut pas forcément leur en vouloir pour ça. Et même si l'entraîneur ou la direction du PSG a des exigences sur leur performance, je ne pense pas qu'ils pourront aussi trop leur en vouloir pour ça. Voilà. Je crois que c'est juste l'orgueil du champion. Pour moi, ces défaites-là, ça doit pas nous pousser à nous alarmer. C'est juste une période de relâchement. Donc ils vont corriger pour les prochaines échéances, je pense. D'accord, merci. Mais bon, période de relâchement peut-être, mais lorsqu'on est éliminé en Coupe de France contre le Paris FC, qui vient tout droit de la Ligue 2, qui a sa première saison dans l'élite depuis je ne sais plus combien d'années, ben lorsqu'on perd contre le Sporting c'est quand même pas un foudre de guerre quoi. D'abord on est mené, on arrive à revenir dans le match et on se prend un but dans les dernières minutes. Comme j'ai dit, le PSG quand même l'année passée c'était assez solide quand même. Et là on encaisse 10 buts en 7 matchs. Qu'est-ce qui ne va pas? Franck Olivier, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce le recrutement qui a été manqué? Il y a eu beaucoup de critiques au niveau du recrutement. Ils n'ont pas véritablement recruté, ils ne se sont pas renforcés. Les deux recrues principales, ça a été Zabarni en défense et Chevalier. Deux recrues qui, manifestement, sont loin d'être au niveau. Tu penses que ce PSG-là, est-ce qu'il ne s'est pas affaibli comparativement à celui de l'année passée? En lien aussi avec le départ forcé de Donnarumma. En fait, c'est ce que je voulais dire. Je peux dire là où le PSG s'affaiblit, c'est au niveau du poste de gardien. Euh, L'année dernière, ils avaient retrouvé le bon niveau de Donnarumma. Donc ça, ils ont pu faire une bonne campagne. C'est vrai que on avait quand même, on avait peur qu'ils fassent, on avait peur qu'ils fassent des erreurs, mais bon, ils avaient un très bon gardien qui leur a permis de faire une bonne campagne. Contrairement à ce nouveau gardien, qui pour moi a eu sa hype après le match Real Lille et qui depuis lors, je sais pas, franchement, Chevalier, je considère pas que c'était un bon gardien contrairement à Donnarumma et ça a été peut-être là l'orgueil de Luis Enrique de vouloir euh, forcément prendre Chevalier. Quand tu encaisses 10 buts en 7 matchs, il y a un problème. En défense, ils ont quasiment les mêmes gars. Ils ont chose Marquinhos et puis comment on appelle le gars là, le joueur de l'Équateur là, j'ai oublié son nom. Joe, Voilà, Pacho, ils ont Marquinhos et Pacho. Et des fois, ils amènent ils font qui jouer, va affronter nos Pachidem dans quelques mois à la Coupe du Monde. exactement. Et des fois, ils font Pacho jouer Zabawi. Konza. Ils font jouer Zabawi, mais bon, Zabawi aussi, les personnes aussi parlent de son niveau. C'est pas aussi une bonne recrue que ça. Donc, il y a ce problème au niveau de la défense. En attaque, il y avait Dembélé qui a eu son ballon d'or. Moi, je me dis que c'est une année où, après avoir quasiment tout gagné, hein, il joue plus avec envie. Il y avait tellement cette envie de remporter cette première Ligue des Champions. Ils l'ont remporté. Donc maintenant, il n'y a plus vraiment cette envie-là de jouer. Mais bon, mais ce sont des joueurs qui veulent toujours gagner. Mais le niveau de Désiré Doué n'est plus bon. Bakola, il fait du n'importe quoi. On a Dembélé qui revient à son bon niveau. On a des joueurs qui sont blessés. Bon, bah moi, je sais pas si c'est qui m'inquiète. Hein. J'attends d'abord parce que l'année dernière, c'est quasiment la même période qu'ils sont réveillés. Hein. Ils sont réveillés quasiment à, je crois, lors des 2 derniers matchs. Euh,
de la phase des poules et puis ils ont déroulé ensuite. Donc, on peut leur donner un petit temps. C'est quand même le PSG, c'est Luis Enrique. Ils vont réussir à revenir. Mais, en conclusion, là où l'équipe s'est vraiment affaiblie, c'est au niveau du poste de gardien. Oui, mais justement, Edouard, lui, moi, au niveau du poste de gardien, mon Chevalier, on l'a tous connu à Lille. Je sais pas pourquoi, peut-être, c'est peut-être psychologique, hein. Moi, dans mon esprit, Chevalier, c'était quand même un bon gardien. Honnêtement, j'étais impressionné par ses prestations à Lille et tout. Mais subitement, depuis qu'il est arrivé au PSG, je sais pas, j'ai l'impression, avant même qu'il n'ait commencé à jouer, hein, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas trop à sa place. Je l'ai trouvé subitement plus petit, alors il a quand même pas rétréci. Il a la même taille que lorsqu'il était à Lille. Mais j'ai commencé à le trouver trop petit dans les buts, pas assez d'envergure. Ça, c'était avant même qu'il ne commence à jouer. Et évidemment que ses prestations n'ont fait que me conforter dans cette position que je commençais à avoir. Comment est-ce qu'on peut expliquer, en fait, ces prestations en dents de scie? Est-ce le costume qui est trop lourd à porter, le costume d'être le gardien du PSG, le club numéro 1 en France et d'ailleurs à présent en Europe, hein, puisque c'est le champion en titre. Est-ce psychologique ou c'est quand même on ne devient pas nul du jour au lendemain? Et ça, c'est sûr, on ne devient pas du jour au lendemain, mais je pense quand même que c'est dû à une certaine pression, parce que je pense son premier match déjà, il fait une boulette, si je me rappelle, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'était un Et super couple là contre Tottenham. voilà, donc l'un mis dans l'autre, quand tu fais déjà d'entrée de jeu, tu fais une telle bourde et que par derrière, on connaît un peu les ultras du PSG qui te, qui te ramassent, forcément que ça te met un doute. Après, il est encore tout jeune et tout le monde n'est pas Casillas pour supporter une pression à un jeune âge. Pour moi, je mets ça sur le coup de la pression. Il quitte Lille pour un gros club. Je ne pense pas qu'il s'attendait à être le gardien numéro un, parce qu'au moment où il arrive, je pense que Donnarumma est encore là. Et Donnarumma part, il devient le gardien numéro un. Pour moi, je pense qu'il n'avait pas entrevu cette possibilité d'être gardien numéro un. Et là, on te met directement dans le bain avec un match de Super Coupe où il faut rentrer directement dedans. Il y a la pression. Tu quittes ton petit club de Lille, même si tu as joué des matchs de Ligue des Champions, notamment contre le Real, où il sort un match mais, extraordinaire. Il vient au PSG. Ce sont deux environnements différents. Déjà, comment il est pris au niveau du PSG en termes psychologiques, comment ils ont géré son insertion dans l'équipe, comment ils ont géré surtout la pression du transfert, des gros matchs et tout. Je pense que c'est tout ça l'un mis dans l'autre qui aujourd'hui lui met cette grosse pression-là de vouloir performer. Or, lorsqu'on cherche pas naturellement à performer, forcément on fait des erreurs. Et malheureusement, il est en train de les accumuler au point où on ne retrouve plus ce gardien qui nous a fascinés dans le match Lille versus Real Madrid, où il a dégoûté tout le monde. D'accord. Bah après, si Chevalier fait pas, il donne pas satisfaction, le PSG peut toujours se tourner vers Yaya Fofana. Yaya Fofana est un Ah, Il se excellent, fait lober. Samuel Lobé. est Ah, un ok. excellent gardien. En plus, il est ivoirien, donc bon, si on peut lui faire un peu de pub, je crois que le PSG peut. Et en plus, il connaît bien le championnat, la Ligue 1. Donc bon, Ouais, effectivement. Au Chevalier ne donne pas satisfaction, ben notre Yaya national est à disposition. En Bien. espérant qu'il progresse. Maintenant, j'aimerais qu'on parle peut-être pour terminer un peu de Dembélé. Il revient de blessure. Il nous sort un but extraordinaire lors du dernier match en championnat.
Hier, malheureusement, il n'a pas marqué, mais il a quand même fait une passe décisive. Est-ce que vous le sentez, ou bien même si ce n'est pas forcément le cas maintenant, est-ce que vous craignez que la question de sa prolongation qui coince puisse à un moment donné peut-être parasiter sa saison et le perturber? On sait que il a demandé une augmentation substantielle de son salaire, eu égard à ses résultats de la saison dernière, notamment son ballon d'or. La direction ne semble pas du tout prête à céder à ses exigences, au lui opposant que désormais il y a un salary gap qui est imposé à tous les joueurs et que aucune exception ne sera faite. Bon, déjà, question à deux volets. Est-ce que vous pensez que bien qu'il y ait l'existence de ce salary gap là qui limite les salaires, est-ce que vous pensez que pour Dembélé, on devrait faire une exception eu égard à tout ce qu'il a eu à apporter, et d'autant qu'il démontre qu'il peut encore nous reproduire une saison comme celle de l'année passée, et au cas où la direction reste ferme sur sa position, est-ce que pour vous il y a un risque que cela puisse impacter la suite de la saison pour lui? Morel. Est-ce que Morel est Je là? pense que oui, je suis là, je suis là. J'écoutais ton allocution. Euh, je pense que Dembélé veut devenir plus grand que le PSG parce il a fait ses stats. Il a fait ses stats l'année dernière. Il a pris le ballon d'or. Il veut devenir plus grand que le PSG. C'est son agent Moussa là qui fait ça. C'est Moussa. Moussa, c'est qui nous a fait au Barça. Il veut faire la même chose au PSG. C'est qui nous a fait au Barça. Il fait la même chose au PSG. Ouais, Moussa, c'est C'est Moussa. C'est son agent. Voilà, on te dit, il y a une limite salariale, il y a une grille salariale. Tous les joueurs du PSG doivent s'aligner. Et toi, tu demandes un plus gros salaire parce que tu as eu de belles performances la saison écoulée. Et tu veux passer au-delà de la grille. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Mais tout ça, tel que je vois, ça aurait un impact sur le PSG parce que Dembélé, si vous ne vous alignez pas sur le salaire qu'il demande, il va régresser. Et on a vu ça au Barça. On a vu ça au Barça. On a commencé à jouer de n'importe quoi. Pour finir, on a accepté de le vendre et tout. Voilà. On sait ce qui a suivi. Et je pense que si le PSG ne fait pas attention, c'est à ça qu'on va arriver. On va voir un Dembélé qui va commencer à se ménager ses efforts et tout, et puis voilà, il va commencer à avoir des envies de départ. Ça va beaucoup jouer sur le PSG cette saison, et on doit vraiment, le PSG doit vraiment faire attention à ça. Voilà. Il y a un Dembélé qui est tout feu, tout flamme, et il veut passer au-dessus du club. Ça sera pas intéressant. Ils doivent vraiment régler ça, s'entendre sur un point qui sera vraiment intéressant pour les deux parties, quoi. Ouais, parce que C'est mon avis là-dessus. s'il décide de partir parce que le club n'a pas voulu Voilà. céder à ses exigences, c'est clair qu'il ne se donnera plus parce que quel intérêt il aura à venir risquer peut-être de se blesser et puis d'hypothéquer Voilà. son recrutement par un autre club qui accepterait de lui verser le salaire qu'il. Mais Le bon, salaire qu'il demande. Voilà. dans le chat, j'ai vu que Kuba a demandé si Dembélé ne mérite pas en fait ce salaire qu'il exige là. Donc j'aimerais lui donner la parole. Est-ce que pour toi le club devrait faire une exception pour lui? Et est-ce que tu ne crains pas que cette histoire-là risque d'avoir quand même des répercussions négatives sur son niveau de jeu? Moi, je vais être objectif. Moi, je vais être objectif. On a un Dembélé qui a tout gagné. On a un Dembélé qui a fait des promesses, qui a promis de mener le club au sommet, qui a fait les stats qu'il fallait, qui a joué comme il fallait et qui a apporté son expertise au club. Dieu merci, on a vu la saison du club l'année dernière, le PSG a tout gagné. Et Dembélé remporte le ballon d'or. Moi, je vais être objectif. Je pense qu'il mérite. Il mérite. Et je l'ai dit une fois, je l'ai dit avec ironie, mais je pense que c'est la réalité. La méritocratie si chère à Xabi Alonso. Dembélé, non, laisse-moi terminer. Dembélé a fait avec humilité ce que l'autre n'a pas pu faire avec gonflement de tête. L'autre là, c'est qui même? L'autre là, c'est qui? Laissez-moi, C'est Voldemort ou bien c'est quoi?
C'est Voldemort, on dit Je pas vais son pas nom. dire son nom parce que je parle de Dembélé. Mais vous savez de qui je parle. Mais pour revenir un peu à ça, Lord je pense Voldemort. que quand un joueur du cran de Dembélé demande une augmentation de salaire, ça veut dire clairement qu'il estime qu'il n'est pas traité à sa juste valeur. Donc, logiquement, vu ses stats, il est en droit de demander une augmentation de salaire. Maintenant, c'est au PSG ou aux dirigeants du PSG de pouvoir négocier avec le joueur. Mais quand on refuse catégoriquement, c'est normal que, bon, je dis pas qu'ils ont refusé catégoriquement, hein, mais quand on entend les propos du président qui revient encore, qui répète toujours la même chose, aucun club n'est plus grand aucun joueur, pardon, n'est plus grand que le club. Bon, il y a de quoi se poser des questions. Sinon, objectivement, moi, je Moi, pense je pense il qu'ils vont mérite, négocier. Ils vont négocier. voilà, il mérite Parce une que c'est à augmentation. leur bénéfice. Hein. Après, ce qui est dérangeant, c'est que, ben, ils aient offert un salaire, pharaonique à Voldemort Mais jamais, c'est dans ce piège-là qu'ils sont tombés. voilà. Justement. C'est ce que Mais, Dembélé exploite. ouais, Quand pendant des années, tu as offert quasiment le PIB du Togo à un joueur. bon, toutes Bon, mes excuses à nos amis togolais qui suivent ce live. en tout Je vais cas, partir au Quand tu as Togo, offert le PIB du je vais Togo à pas un avoir de joueur, problème. non, C'est on qu'il va a pas dit avoir de là, et ça problème aussi. n'engage que lui. ce joueur-là n'a pas rempli les objectifs que vous lui avez assignés. En plus, il part du club promettant il allait prolonger. Et même Ouais. si en cas de non C'est prolongement, une indemnité quand même au club et il part gratuitement au final. exactement. Donc, quand tu as joué à ce jeu-là avec un joueur et qui n'a rien remporté, et que celui qui l'a remplacé, on peut dire qu'il l'a remplacé dans le jeu, porte l'équipe, gagne le ballon d'or, vous gagnez tous les trophées, mais honnêtement, même si vous avez une grille un plafond salarial à ne pas dépasser, mais faut lui donner au moins quelque chose qui va le faire miroiter ou bien qui va peut-être calmer ses ardeurs. Mais vous pouvez pas dire qu'on a une grille, on ne va pas dépasser parce que voilà, vous avez dépassé pour certains et comme maintenant vous savez que vous avez fait beaucoup d'erreurs et que d'autres n'ont pas remporté les trophées que vous vouliez. Et vous voulez maintenant vous voulez faire la pirouette avec pour moi, c'est ce qui va agir un peu sur le niveau des Dembélé, hein. Et c'est tout à fait logique pour un joueur qui, on le voit avec Vinicius, on le voit avec généralement les joueurs qui sont en train de négocier leur salaire. Quand il y a des blocages, ça coince, ça agit un peu sur leur niveau. Donc, faudrait que le PSG donne le salaire que Dembélé mérite parce qu'il a gagné le trophée que celui qui marquait 500 buts par saison n'a pas pu faire. Donc, il mérite ça totalement. Ouais. Ouais, et justement, c'est tout ça qui a fait que j'ai voulu quand même qu'on se pose la question de savoir est-ce que ce PSG l'inquiète parce que moi je pense que s'il ne gère pas bien ces histoires-là, ça peut quand même parasiter un peu la saison du club. Et en même temps, c'est un couteau à double tranchant parce que si vous cédez aux exigences de Dembélé et que dans cette deuxième partie de saison, c'est Barcola qui nous sort une saison stratosphérique, faut être sûr qu'en fin de saison, il va également demander une augmentation substantielle. Donc, c'est vraiment des questions assez compliquées à gérer, mais bon. On verra bien ce que cela va donner. Et puis, après, si Paris ne gagne pas, nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. En tous les cas, on aura Fabio qu'on va attacher et puis c'est tout. Bien. Donc, on va conclure, là, pour ce deuxième thème, là, sur le PSG. Et puis, aborder le troisième et dernier thème de ce soir, lié à l'actualité de Manchester City, le City de Guardiola et de Kolo Touré. Il y a quelques semaines, on a un peu tous rigolé, hein, suite à l'interview de Yaya, le frère de Kolo qui traitait Guardiola de serpent. Et moi, je rigole chaque fois que je vois Kolo Touré assis sur le banc à côté de Guardiola, quoi. Mais bon, bref. Donc, le City de Guardiola et de Kolo Touré, un mauvais point. C'est assez compliqué actuellement pour cette équipe-là. Et ça dure depuis la saison passée, hein. Et donc, City reste sur 2 défaites consécutives.
une défaite en championnat dans le derby de Manchester face à Manchester United 2-0 et une défaite surprise. C'est vrai qu'il jouait à l'extérieur, mais quand même, Bodo Glimt qui bat Manchester City 3-1. Une défaite tellement surprenante que on a tous vu à l'actualité, les joueurs de City ont décidé de rembourser les supporters qui avaient fait le déplacement. Et bien, donc, la question qu'on se pose ce soir, c'est de savoir si Guardiola est toujours l'homme de la situation. Après, si on répond par la négative, qui n'est plus l'homme de la situation, on sait généralement que lorsqu'un coach saute, dans l'immédiat, c'est parfois, très souvent, à son adjoint qu'on confie les rênes de l'équipe. Donc, qui sait, peut-être que notre compatriote Kolo Touré peut se retrouver du jour au lendemain coach de City, hein. Ben, nous, on n'en sera pas malheureux. Mais est-ce que vous pensez que Guardiola est toujours l'homme de la situation? Bouba? Vu les performances, les dernières performances, c'est vrai que les dernières performances de City peuvent nous amener à nous poser la question, mais pour moi, Guardiola reste Guardiola, hein. Après, je trouve que son seul défaut, c'est de rester trop longtemps à City et de ne pas peut-être réadapter son jeu à l'évolution du temps, parce que le football aussi, il évolue. Faut le dire, le football, il évolue. Il faut à chaque fois réadapter. Mais après, quand ça ne passe pas, faut aussi avoir le cran de prendre des décisions, de prendre de grandes décisions. Et si les statistiques prouvent que Guardiola, son temps est fini à City, je pense que il doit partir. Mais pour moi, attendons un peu de voir comment l'équipe va se comporter jusqu'à la fin de la saison avant qu'il ne prenne une décision quelconque. Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas la saison de trop? Est-ce qu'il n'aurait pas dû passer le flambeau à la fin de la saison dernière qui a déjà été extrêmement compliquée pour lui? Parce que là, moi, j'ai l'impression on est arrivé au bout d'un cycle. Euh, Haaland, bon, ça reste un grand buteur, donc il fait toujours ses statistiques. Mais tu sens qu'il y a quand même un essoufflement. On a Foden qui n'est plus forcément au même niveau qu'il y a quelques années. On a Bernardo Silva, on a même Rodri, le Ballon d'Or, qui, je suis même pas sûr pourquoi il s'est fait expulser. Moi, j'ai pas suivi ce match-là, mais je sais pas, mais même les recrues ne Il a fait une sont... faute très très bête. Ok, d'accord. Même les recrues ne sont pas forcément au niveau. L'année passée, on a tous rigolé de Kusanov. Marmouche, ouais, il fait ce qu'il peut. Marmouche, le camarade de Cotonou. Est-ce que Cotonou, Guardiola... Ton camarade, Voilà. le camarade de Est-ce que... Cotonou. Oui, de Cotonou, ouais, de Cotonou. Est-ce que c'est pas la saison de trop pour Guardiola? Moi, je pense qu'il aurait peut-être dû s'en aller à la fin de la saison passée. Franck Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais comme toi, je pense que c'est la saison de trop, hein. Bouba a dit tout à l'heure qu'il a toujours, il a changé il a changé son système de jeu. Tu vois, Guardiola a arrêté son tiki-taka. Maintenant, c'est plus un foot avec un neuf, plus et tout bon, même si c'est toujours le même niveau de presse. Mais moi, c'est la saison de trop. Même s'il veut, il doit partir à la fin de cette saison-là. Il devrait même pas continuer parce que c'est compliqué. Quand tu arrives à la fin d'un cycle et puis ton discours ne passe plus dans le vestiaire, bah, c'est pas les joueurs qu'il faut forcément changer, c'est toi qui dois quitter le club pour laisser peut-être d'autres personnes venir travailler et tout ça. Il a fait, en tout cas, il a vraiment fait du gros boulot à Manchester City. Il est carrément le premier entraîneur à remporter, je crois, 3 fois la première ligue, 3 années de suite. Il a tout accompli à City, quoi. Donc, il a gagné la Ligue des Champions qu'il cherchait depuis des années. Il devait partir. Les nouvelles recrues sont pas vraiment au niveau. Franchement, on nous a vendu le joueur qui est quitté à l'AC Milan, là, Reinder ou bien chose, qui n'est pas aussi au top. Le point de Guardiola, c'est qu'il empile des joueurs. Il empile des joueurs. Mais bon, quand ça marche pas, tu joues 1-2 matchs, tu te mets sur le banc. Je vois plus le joueur
il avait joué en Espagne, là. Salvio. Parce que Salvio, bien chose, je le vois plus. Savigno? Bien Voilà, sûr. Savinho plutôt. Je ne le vois plus. C'est ça, en fait, le point de Guardiola. Donc, ils ont la capacité d'acheter des joueurs, donc ils achètent. Et quand ça va pas, bon, on te fout sur le banc pendant au moins 3, 4, 5, 6 matchs. Tu joues pas. Mais pour moi, le discours passe plus dans le vestiaire. Il a perdu l'un de ses leaders, bon, qui avait eu des histoires avec lui au final, qui était De Bruyne. Il y a Bernardo Silva qui n'est vraiment plus à son bon niveau. Il s'est Tu as fait des, vieux aussi. Hein. ouais, exactement, tu as des joueurs comme Foden qui peuvent te faire sortir, qui peuvent te faire 3 bons matchs et puis après, les 3 matchs, les 5 matchs qui suivent sont carrément, inexistants, non? Pour moi, il devait partir. Mais peut-être il a voulu peut-être, laisser peut-être ou faire une année de transition, pour qu'un nouveau Est-ce que ce n'est pas son orgueil? Il s'est peut-être dit que bon, l'année passée, c'était juste un accident et il avait à cœur de prouver qu'il était toujours le grand Guardiola, qu'il avait toujours la main et il allait prouver à tout le monde, voilà, que c'est une saison accidentelle comme ça, mais que j'allais revenir à mon meilleur niveau, prouver à tout le monde que je suis encore l'homme de la situation. Mais je pense qu'on se dirige plutôt sur une confirmation du coup de mou de l'année passée, de la saison passée. Oui, oui, Et ça aussi, arrive. Pour un tel entraîneur, ça arrive, hein. Ça arrive de penser on peut encore rebondir, mais bon. Là, tu te rends compte que pour moi, ça va pas, hein. Il peut peut-être terminer deuxième, troisième, mais pour moi, City, c'est plus la peine, quoi. Faut laisser le club à peut-être, un autre de tes, comme je le dis, un autre de ses élèves. Il y a Maresca qui est libre, il y a d'autres de ses élèves qui sont libres. Donc, de toute façon, jusqu'à la fin de la saison, même s'ils n'ont pas de bons résultats, ils vont pas le chasser. Faye sera libre après la Coupe du Monde aussi. Eh, Seigneur Jésus. Donc, je dis ça, je dis ça, je dis rien. Edouard, lui, est-ce que bon, moi, je m'interroge, c'est une question. Est-ce que le point de bascule, ça n'a pas été le départ de Kyle Walker? Parce que moi, j'ai l'impression que Walker, c'était vraiment un peu l'âme de cette équipe. Et j'ai comme l'impression que les problèmes de City ont commencé lorsque Walker, est parti. Bon, moi, pour moi, Walker, non. c'est bien avant, hein, De parce De que, Bruyne. ouais, bon, même De Bruyne et tout, mais les problèmes de City ont commencé bien avant, pendant que les deux mêmes étaient là. Je pense, comme Franck Olivier, c'est plus une question de discours. Est-ce que le discours aujourd'hui de Guardiola, il passe toujours dans le vestiaire? Parce que, bon, on peut dire que les recrues ne sont pas au niveau, mais depuis 2 ans, ils sont en train d'empiler des joueurs pour peut-être essayer de remplacer ceux qui sont partis. Mais on se rend compte que je ne sais pas si je dirais qu'ils sont pas au niveau, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans, je sais pas si c'est le plan de jeu lui-même, si c'est la cohésion de l'équipe elle-même, mais il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Et pour moi, Guardiola aurait dû partir. Lui-même, il avait demandé à arrêter pendant un moment. Je pense que c'est peut-être là qu'il aurait dû prendre sur lui de se reposer, parce que rester pendant longtemps sur le banc avec le gourmet qu'il a eu, je pense tout ça l'un mis dans l'autre l'ont amené à peut-être se Ça use, hein? retirer. Ouais, ça c'est fatigant mentalement. Donc pour moi, c'est pas depuis le départ de Walker, c'est bien avant, pendant qu'il était encore là même, qu'on sentait les difficultés de City. Je pense l'année dernière ou l'année surpassée, je pense qu'il y a eu un Real, un Real City. Walker il était encore là, mais on sentait que City c'était quand même difficile. Non, pour moi, aujourd'hui, c'est pas vraiment le départ de Kyle Walker, mais plus une question de message. Est-ce que le message véhiculé par Guardiola et ses adjoints sont aujourd'hui bien compris et bien respectés par les joueurs? Peut-être les joueurs aussi, c'est leur manière de, de dire on est fatigué de l'entraîneur. C'est possible. Oui, c'est possible. Après, justement, c'est là que je voulais rebondir sur ça.
Guardiola, pour faire un clin d'œil à notre premier thème, c'est pas le manager au sens que vous avez donné à ce thème-là en début d'émission, hein. C'est pas le câlino-thérapeute, quoi. C'est pas le coach qui va venir, donner de l'amour, dit à ses joueurs, ben, tu es le plus beau, tu es le plus fort et tout. Guardiola, ouais, c'est un tacticien. Donc, peut-être qu'à un moment donné, après près de 10 ans sur le banc, les joueurs sont usés mentalement et le discours ne passe simplement plus. Mais est-ce que vous voyez ce City-là quand même, parce que là, actuellement, je regarde rapidement le classement, hein, et ils sont quatrième. L'année passée, ils sont éliminés en barrage, non, par le PSG. Là, ils sont 11e. Non, pas le Real. 11e, ils sont barragistes. Oui, ils sont barragistes. Ils sont barragistes. Barcelone. Ouais, ils sont barragistes, mais quel est le stade maximum que vous les voyez atteindre en Champions League? S'ils ont eu la chance de se qualifier pour les huitièmes, ils vont pas dépasser les huitièmes, hein. Bon, Parce que d'accord. Guardiola, ça se passe. Ils arrivent même pas à Ça bien se jouer passe. à l'extérieur même, sincèrement. Mais après, c'est clair que jouer sur les deux tableaux à la fois, ça risque d'être compliqué, le championnat et la Ligue des Champions. Si vous êtes Guardiola, vous privilégiez quoi entre les deux? Bah, moi, je privilégie la Ligue des Champions, hein. C'est peut-être ça va être peut-être, il a remporté une seule Ligue des Champions avec City, non? Ouais, une seule. Mais en championnat, il Ligue des est Champions. qu'à 5 points d'Arsenal, hein. Quand Ouais. on connaît Arsenal, on sait que bon, à tout moment, il y a Non, cette année, machine prend cette année, c'est pas Arsenal. un grain de sable. Non, Bon, Arsenal, là, bon, mon cher. Bon, disais, tant qu'on n'est Arsenal est pas premier de Ligue arrivé, des Champions, hein, mais vous tant qu'on allez n'est voir pas tout le monde. arrivé à la 80e minute de la 38e journée, Arsenal, moi, je ne me prononce pas. Exactement. Ouais. Mais je pense qu'ils ont encore des chances en championnat, hein, parce que en championnat, c'est la continuité. En Ligue des Champions, ça va être compliqué si tu tombes peut-être sur une équipe comme Barcelone ou même sur Chelsea ou Newcastle. Bon, tu tombes sur une équipe qui te fatigue, tu risques de te casser les dents. Mais en championnat, ils peuvent pas. De toute façon, Arsenal va faire des faux pas, hein. Arsenal, actuellement, nous sommes en janvier. Attendez, quand on va dire février. Si Arsenal passe les mois de mars, avril, bah, ils seront champions. Mais s'ils passent pas ça, non, c'est pas. Parce que eux, c'est dans ces mois-là qu'ils ont des joueurs qui se blessent. C'est là qu'il y a un joueur qui fait une mauvaise passe à son gardien. Bon, ils ont tous les problèmes à ça pendant ces mois. D'accord, donc Morel a dit que lui ne voit pas City passer le 8e de finale. Bouba, tu les vois aller jusqu'où Oui, City, c'est plus ça, quoi. Bouba, tu les vois aller jusqu'où? Non, maximum quart, hein. Maximum quart, ok. Franck Olivier, et puis on va terminer par lui. Ouais, pour moi aussi, quart de finale. Quart de finale, ok. Pareil pour moi, quart de finale. Ouais, parce que mais dans la nouvelle formule, là, on a d'abord les barrages, c'est ça? Et puis après les barrages, on a les 8e avant les quarts, non? Ah oui, c'est ça. Ouais. Parce Oui, que après bon, les barrages, il y a le tirage au sort maintenant pour les les huitièmes. 8e et les quarts. Bon, après, L'année passée, ils sont sortis en huitième de finale. contre Contre le Real. le Real, ok. D'accord. Bien. Donc, après, quand on regarde actuellement, hein, les potentiels barragistes potentiels, puisqu'il y a encore une journée, on a le Barça, on a le Sporting, on a l'Atlético, on a l'Atalanta, on a l'Inter, on a la Juventus, on a Dortmund, on a Galatasaray, on a Karabag, on a Marseille, on a les Près de 6 à 7 équipes qui ont 13 points, hein. Ils ont 13 points, ouais. Donc, bon, c'est un championnat vraiment, c'est un classement très provisoire qui sera forcément chamboulé à la dernière journée. Mais au niveau des barragistes, il y a quand même des équipes qui sont à leur portée, quoi. Donc, ils peuvent, Dans le barrage, il y a des costauds quand même, hein. Ouais, bon, après, tout dépendra du tirage au sort. Mais avec un peu de chance, ils peuvent peut-être s'en sortir. Mais à partir des 8e, c'est vrai que ça va se corser s'il n'y a pas une véritable reprise en main de l'équipe, alors que je vois pas quel levier est-ce que Guardiola pourrait activer maintenant pour pouvoir recréer ce électrochoc là. Bien, d'accord. Je crois qu'on a fait le tour et ça fait 1h30 que le live a débuté. Bon, avant que les autres ne puissent se connecter, on a un peu parlé de l'Europa League, de Lyon et tout. Donc ça fait 1h30 quand même que nous sommes là.
On est en fin de semaine quasiment, donc on va pas être très long. On va permettre à tout un chacun d'aller se reposer pour entamer la dernière journée de travail de la semaine en pleine forme. Bon, merci de vous être connectés, d'avoir participé à ce live là.